Bonjour, je m'appelle Moamini, je suis un médecin. Aujourd'hui, je veux partager avec vous sur un thème très important, euh, les troubles du déficience d'attention et d'hyperactivité chez l'enfant et chez l'adulte. Sur les troubles du déficience d'attention, euh, avec ou sans hyperactivité chez l'enfant et chez l'adulte, est un trouble réel qui touche des personnes de tout âge. Un exemple pourrait être dans une même famille, on peut avoir un enfant et un parent qui tous deux ont cette déficience. Maintenant, qu'est-ce que ces troubles? Ces troubles concernent le développement du cerveau. Et ces développements du cerveau, les troubles du développement du cerveau vont affecter l'attention, l'organisation et le contrôle des impulsions de la personne affectée. Souvent, ces symptômes apparaissent de l'enfance. Euh, les troubles lui-même n'est pas un manque d'effort, mais c'est plutôt une déficience qui est naturelle à l'enfant. Euh, un exemple pourrait être des élèves qui font le même travail, mais celui qui a cette déficience se fatigue un peu plus vite mentalement que l'autre. Les principaux symptômes incluent la difficulté à se concentrer. Ici, c'est un enfant qui, son instituteur, appelle toujours la maison et dit, votre enfant a un problème de distraction, il ne peut pas focaliser, il est incapable de s'asseoir et lire. C'est un enfant qui parle beaucoup en classe ou c'est un enfant qui dérange. C'est un enfant qui est trop agité. C'est un enfant qui ne peut pas s'asseoir. Et il pose des actions sans pouvoir réfléchir. Donc tout cela, ce sont des éléments que vous pouvez recevoir à partir de l'école où l'enfant étudie. Et tous ces éléments que j'ai décrits là, et il y a quelque chose sur l'impulsivité qui est l'incapacité à pouvoir réfléchir avant de poser l'action ou avant de réagir ou avant de parler. Ces comportements sont souvent involontaires. Un élève, par exemple, qui coupe la parole aux gens ou qui parle au-dessus d'une autre personne qui est en train de parler, cela est parmi les signes de ces déficiences, de cette déficience, je vais dire. Les sentiments de débordement. Donc, ça, c'est un symptôme qu'on observe chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Donc, une personne affectée par ces troubles souvent a des difficultés à pouvoir gérer plusieurs tâches en même temps. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, par exemple, d'une jeune fille qui se réveille le matin, elle sait qu'elle doit torchonner, elle doit lessiver, elle doit laver les assiettes, et tout d'un coup, elle sent comme si c'est trop et elle se décourage, elle se sent déjà essoufflée et parfois il ne fait rien du tout parmi toutes les tâches qui lui étaient assignées parce que elle continue à reporter les temps qu'elle pourrait faire ces tâches. Il y a une difficulté à prioriser et c'est cela qui fait à ce que la personne ne soit pas capable de gérer plusieurs tâches parce que il n'est pas capable de prioriser. Et la personne se stresse rapidement, effectivement, à cause de la frustration. Le débordement est une surcharge mentale, pas un signe de la paresse. Un bel exemple encore au-dessus de ce que je donnais. Et par exemple, devant plusieurs examens la même semaine, un élève peut bloquer et ne plus rien faire du tout. Hein. Il y a deux fois, par exemple au Congo, dans mon pays, où les examens sont programmés jour après jour et
les personnes qui sont atteintes de ces troubles souvent pourraient se décourager pendant des moments pareils à cause de la surcharge ou bien de la grandeur de la responsabilité et de l'abondance des informations qu'ils doivent mémoriser et comprendre. Les personnes qui sont affectées par cette déficience, ils oublient beaucoup, ils ont des difficultés à rester attentifs en classe, comme on l'a parlé auparavant, et ils se découragent beaucoup. L'enfant veut réussir, mais manque parfois d'outils. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui doivent être encadrés, ce sont des enfants qui doivent être orientés. Et si cette orientation n'est pas là, l'encadrement n'est pas là, alors l'enfant va échouer. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant ne peut pas réussir. Un enfant, par exemple, qui comprend la matière, mais qui échoue car il ne peut pas terminer l'examen, parce qu'il ne peut pas se concentrer assez, ou bien il doit relire, lire et relire encore la question avant de répondre. C'est cela. Maintenant, ces troubles chez l'adulte se présentent sous forme de désorganisation. Souvent, on dira que c'est une personne qui ne sait pas comment s'organiser, c'est une personne qui ne sait pas gérer son temps, il est toujours en retard, c'est une personne qui oublie ses rendez-vous, c'est une personne qui se fatigue un peu plus vite, qui s'énerve un peu plus vite, ou bien qui deviennent anxieuses un peu plus vite que les mêmes personnes de son âge. Les troubles chez l'adulte est souvent invisible. Pourquoi? Parce que l'adulte a cette conscience, il sent quand que quelque chose ne va pas, il sent que quelque chose est différent, mais il ne sait pas ce quoi. Alors il s'efforce à pouvoir couvrir ça par un mécanisme d'adaptation, et c'est ce qui va vraiment un peu couvrir, rendre les symptômes un peu invisibles. Donc, vous allez voir un adulte, comme je l'ai dit, qui oublie les responsabilités ou de promesses euh, qu'il a fait à cause de ces troubles d'attention. So, les conséquences que nous voyons ici sont la procrastination, c'est que à cause de l'oubli, à cause du manque d'organisation, du manque de la capacité de prioriser l'impulsion, on va retrouver que cette personne reporte à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. C'est une personne qui s'inquiète un peu plus rapidement, et c'est une personne qui, à la fin, développe une baisse de l'estime de soi. Les difficultés répétées, les échecs répétés peuvent affecter la confiance en soi. Euh, L'exemple pourrait être une personne qui se croit incapable alors qu'elle manque seulement d'outils, pour l'aider à s'organiser. Euh, les éléments que nous pouvons utiliser pour aider ces personnes incluent des outils d'organisation comme les calendriers, les agendas, les alarmes sur comment la montre, le système de rappel sur le téléphone. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent aider la personne à bien s'organiser, lui présenter une structure et lui expliquer comment la structure fonctionne pour qu'il puisse l'utiliser encore et encore à répétition. Un soutien scolaire et familial. Je crois que quand une personne se sent soutenue et comprise, beaucoup de personnes fournissent l'effort qui est nécessaire. Et donc, c'est très important pour nous, comme étant la famille, comme étant les amis, comme étant les instituteurs, à pouvoir
vraiment rassurer ces personnes qui ont ces problèmes et leur montrer que nous les comprenons, que nous ne les jugeons pas, mais que nous sommes là pour les soutenir et les aider. Nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour le supporter. Il y a aussi un accompagnement professionnel qui inclut une thérapie spécialisée à ces troubles et les thérapeutes vont vraiment s'investir à pouvoir aider la personne à développer de bonnes méthodes comment d'adaptation à cette condition. Enfin, nous avons aussi les volets médicaux où il y a maintenant des prescriptions qui sont faites. Ces prescriptions incluent les stimulants, mais aussi les non stimulants. Donc, il y a vraiment la disponibilité de plusieurs options quand il s'agit des médicaments. Avec de l'aide, le quotidien devient souvent plus gérable. Euh, donc, c'est mieux d'être capable de découper un travail en petites étapes ou en petits morceaux, en petites tâches. Cela rend vraiment la tâche moins stressante pour cette personne. Euh, les forces associées à ces troubles, je sais que ça c'est surprenant, mais il y a définitivement des forces qui sont associées à cette déficience. Ces personnes ont la capacité et un niveau de créativité très élevé. Souvent, ils finissent par devenir des artistes ou bien des entrepreneurs parce que vraiment ils ont une capacité d'imagination qui est supérieure à une personne normale. Ces personnes, ce sont des gens qui pensent très rapidement et qui peuvent vraiment se lancer un peu plus rapidement parce que ils n'ont pas peur de poser l'action. Ils ont une bonne énergie qui leur permet d'être vraiment effectifs quand ils sont en train de faire quelque chose qui les passionne. Euh, Ainsi donc, on comprend que cette déficience peut aussi être une force dans un sens. Je sais qu'il y a Elon Musk qui est vraiment un grand entrepreneur ici aux États-Unis, qui a beaucoup de millions, il a ses problèmes. Okay? Alors, j'ai pensé qu'il serait mieux que nous puissions parcourir un peu plus rapidement euh, quelques mesures que les instituteurs peuvent utiliser en classe pour aider ces élèves. Donc, les enseignants peuvent créer un environnement de classe structuré et organisé, mettre en place des routines claires, utiliser des supports visuels pour aider les élèves atteints de ces troubles à rester concentrés, faciliter la compréhension des attentes en classe. Donc, c'est très important d'avoir une structure, d'avoir une organisation. L'enfant sait que quand elle arrive à l'école, on fait ceci, ou bien la maîtresse introduit. Après ça, nous allons faire une leçon de mathématiques. Souvent, ça commence par une lecture et puis des exercices. Donc, que l'enfant comprenne la structure et l'organisation. Cela va se transformer en une routine claire et cela pourra être vraiment quelque chose qui va aider l'enfant à réussir à l'école et à se sentir au même niveau que les autres. Euh, c'est très important de pouvoir avoir une réunion avec les parents de l'enfant qui a ces déficits. Pourquoi? Parce qu'il faudra que la famille puisse utiliser leurs observations et on ajoute leurs observations aux observations du maître de classe et venir ensemble avec un plan qui pourra aider l'enfant à l'école et à la maison. Et ces plans-là seront adaptés aux besoins et au niveau de déficience de l'enfant. Parce que tous les enfants n'ont pas le même niveau de ces déficiences. Il y a des gens qui ont un niveau léger et d'autres qui ont un niveau sévère.
Et donc, c'est très important d'avoir euh, en place un plan d'action qui est individualisé. Ces plans doivent fournir un soutien individualisé et adapté aux besoins de chaque élève. Effectuer des suivis réguliers pour éviter, pour vérifier la compréhension. Je veux dire, il faudra mettre la personne en confiance pour que sache que chaque fois que vous l'approchez, ce n'est pas pour la juger, mais c'est pour la soutenir, c'est pour apporter votre force à la sienne pour faciliter la réussite. C'est très important parce que quand cette personne devient inquiète, l'inquiétude elle-même, la peur elle-même devient une distraction. En conclusion, les troubles du déficience d'attention et avec ou sans hyperactivité touchent les enfants et les adultes. Les sentiments de débordement est très fréquent et la compréhension favorise l'inclusion. Comprendre ces déficits, ces troubles permet de mieux soutenir les personnes concernées. Par exemple, en adoptant une méthode d'enseignement euh, particulière, cela pourra améliorer la réussite scolaire de l'enfant. Derrière les difficultés, il y a une personne qui fait son mieux. Vraiment, je veux que les parents, les frères, les sœurs puissent garder ça à l'esprit, que ces personnes, nos frères qui souffrent de ces troubles, nos sœurs qui souffrent de ces troubles, nos enfants, ils fournissent d'efforts. Il y a quelqu'un derrière l'image que vous êtes en train de voir qui est en train d'essayer, qui est en train de faire son mieux. C'est pourquoi un simple geste de compréhension peut faire une très grande différence. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Bye bye.